Es-tu constamment attiré par des personnes qui semblent trop belles pour être vraies? Te retrouves-tu souvent dans des relations avec des individus égocentriques et dépourvus d'empathie? Si c'est le cas, tu n'es pas seul. Mais peut-être plus important encore, tu t'apprêtes à entreprendre un voyage de profonde découverte de soi. Dans cette exploration, nous plongeons dans la psychologie de ce qui pourrait te pousser à attirer des individus narcissiques et nous dévoilons les schémas inconscients qui alimentent ces relations. Il ne s'agit pas simplement d'identifier des personnes toxiques. Il s'agit de comprendre les parties les plus profondes de toi-même que tu n'as peut-être jamais examinées. Cachées dans les corridors labyrinthiques de notre esprit se trouvent des tendances inconscientes qui façonnent nos choix amoureux et relationnels avec une précision presque mystique. Comme les anciens philosophes qui cherchaient à comprendre la nature du désir humain, nous devons nous aussi tourner notre regard vers l'intérieur pour comprendre pourquoi nous sommes attirés par ceux qui, au final, nous causent de la douleur. Cette vidéo explore les dynamiques psychologiques fascinantes qui expliquent pourquoi nous attirons des personnalités narcissiques et révèle les secrets pour se libérer de ces schémas destructeurs. Mais attention, le voyage à venir demande du courage, car nous allons examiner non seulement le comportement des autres, mais aussi les mystères profonds de notre propre psyché. Pour comprendre pourquoi nous attirons des individus narcissiques, nous devons d'abord reconnaître une vérité fondamentale que les philosophes ont identifiée depuis des millénaires. Nous ne sommes pas simplement des êtres rationnels faisant des choix conscients. Nous sommes des créatures complexes, poussées par des forces qui opèrent bien en dessous du seuil de notre conscience, comme des courants dans les profondeurs de l'océan qui dirigent les navires à l'insu du capitaine. Le miroir des âmes. Comprendre le mirroring narcissique considère ce phénomène profond. Dans les premières étapes d'une relation avec une personne narcissique, tu as probablement ressenti une connexion presque surnaturelle. Elle semblait te comprendre parfaitement, partager tes intérêts, tes valeurs, ton essence même. Ce n'était pas une coïncidence. C'était du mirroring, l'une des manipulations psychologiques les plus sophistiquées dans les interactions humaines. Les narcissiques sont des maîtres de ce que l'on pourrait appeler le caméléonisme psychologique. Ils t'observent avec l'intensité d'un scientifique étudiant un spécimen, notant tes gestes, tes façons de parler, tes croyances, tes vulnérabilités. Ensuite, avec une précision remarquable, ils te les renvoient, créant l'illusion d'une compatibilité parfaite. Mais pourquoi cela fonctionne-t-il si efficacement? La réponse réside dans notre besoin humain le plus profond, la connexion et la compréhension. Dès notre naissance, nous cherchons à être vus, à être reconnus, à être reflétés dans les yeux d'un autre. Quand quelqu'un semble nous comprendre complètement, cela déclenche ce que les psychologues appellent la réponse de reconnaissance, un sentiment profond de retour à la maison, à soi-même. Ce mirroring exploite ce que le philosophe allemand Martin Buber décrivait comme le désir humain fondamental d'une relation je-tu, une connexion où l'on est pleinement vu et accepté. Le narcissique se présente comme cet autre idéalisé, mais ce n'est qu'une performance, une façade soigneusement construite pour piéger tes émotions. Réfléchis profondément à tes relations passées. Peux-tu identifier des moments où quelqu'un semblait te connaître mieux que tu ne te connaissais toi-même, pour découvrir plus tard que cette compréhension était superficielle ou manipulatrice? Cette prise de conscience est la première étape vers la liberté. Les fantômes de notre passé, expériences d'enfance et style d'attachement, notre attirance pour les individus narcissiques est rarement aléatoire. Elle est souvent le fruit de schémas psychologiques établis dès nos premières années. Tel un archéologue examinant des ruines anciennes, nous devons fouiller les fondations de notre style d'attachement pour comprendre pourquoi nous sommes attirés par certains types de personnes. Si tu as été élevé par un parent ou un soignant narcissique, ta compréhension de l'amour s'est mêlée à l'inconstance, l'approbation conditionnelle et l'indisponibilité émotionnelle. Ton système nerveux a appris à associer l'amour à l'anxiété, la connexion au chaos. Cela crée ce que les psychologues appellent un lien traumatique, où le sentiment familier de marcher sur des œufs devient en réalité une sensation de foyer. Considère l'enfant qui a appris que l'amour devait être mérité par un comportement parfait ou celui qui a découvert que l'attention ne venait qu'en temps de crise. Ces enfants deviennent des adultes qui recherchent inconsciemment des relations qui recréent ces dynamiques familières, non pas parce qu'ils aiment souffrir, mais parce que l'inconnu, même s'il est sain, semble dangereux et erroné. Le style d'attachement que tu as développé, anxieux, évitant ou désorganisé, devient une lentille à travers laquelle tu perçois toutes les relations. Si tu as un style anxieux, tu pourrais être attiré par des partenaires qui semblent confiants et sûrs d'eux,
sans réaliser que cette force apparente pourrait dissimuler des traits narcissiques. Si tu es évitant, tu pourrais apprécier des partenaires qui ne demandent pas trop d'intimité émotionnelle, sans te rendre compte que tu choisis l'indisponibilité émotionnelle. Il ne s'agit pas de blâme, ni envers toi-même, ni envers tes parents. Il s'agit de compréhension. Ton toi plus jeune a développé ces schémas comme des mécanismes de survie, des adaptations brillantes à des circonstances difficiles, mais ce qui t'a servi à l'époque peut te saboter aujourd'hui. Prends un moment pour une introspection profonde. À quoi ressemblait l'amour dans ton foyer d'enfance ? Quel comportement as-tu appris à associer aux soins et à l'attention ? Comment ces premières leçons influencent-elles tes choix relationnels aujourd'hui ? L'ivresse du pouvoir, notre attirance inconsciente pour le statut, il y a une autre couche à ce puzzle psychologique que nous devons examiner avec une honnêteté sans faille, l'adoration inconsciente de notre culture, et peut-être la nôtre. Pour le pouvoir, la confiance en soi et le statut, les individus narcissiques se présentent souvent comme ayant du succès, du charisme et une assurance suprême. Dans une société qui associe la valeur à la réussite et la confiance à la compétence, ces traits peuvent être extrêmement attirants. Mais allons plus loin. Pourquoi sommes-nous attirés par le pouvoir ? Est-ce parce que nous cherchons de la protection ou parce que nous espérons gagner du statut par association ? Peut-être est-ce parce qu'au fond, nous ne croyons pas mériter l'amour pour ce que nous sommes, alors nous cherchons des partenaires dont les réussites extérieures pourraient compenser nos insuffisances perçues. La philosophe française Simone de Beauvoir a écrit sur la façon dont nous choisissons parfois de nous diminuer dans une relation, laissant la force apparente de l'autre définir notre valeur. Lorsque nous sommes attirés par des individus narcissiques, nous cherchons peut-être inconsciemment quelqu'un qui prendra des décisions à notre place, dont la confiance nous protégera de notre propre doute intérieur. Cette attirance pour le pouvoir révèle quelque chose de profond sur notre relation à nous-mêmes. Si nous nous sentions vraiment dignes d'amour et de respect, serions-nous attirés par des partenaires qui exigent une admiration constante ? Si nous avions confiance en notre propre jugement, serions-nous attirés par ceux qui prétendent tout savoir ? L'assurance apparente du narcissique peut ressembler à un phare dans la tempête de nos insécurités. Mais les phares sont faits pour guider les navires en sécurité jusqu'au rivage, non pour les écraser contre les rochers. La confiance qui t'attire peut cacher une profonde insécurité, et la force que tu admires pourrait être une rigidité déguisée. Maintenant que nous avons exploré pourquoi nous pouvons être attirés par des individus narcissiques, nous devons développer la capacité de les reconnaître avant de devenir émotionnellement impliqués. Cela exige de devenir des étudiants du comportement humain, des philosophes de la condition humaine, des détectives de l'âme. Le théâtre du moi, reconnaître les comportements narcissiques classiques. Les individus narcissiques vivent dans un théâtre soigneusement construit où ils sont à la fois la vedette, le metteur en scène et le critique. Tous les autres n'existent que comme personnages secondaires dans leur drame personnel. Apprendre à reconnaître cette mise en scène est crucial pour ta survie émotionnelle. Observe la personne qui domine les conversations, ramenant chaque sujet à elle-même. Remarque comment elle parle des autres. Montre-t-elle un intérêt sincère pour les expériences d'autrui ou utilise-t-elle les histoires des autres uniquement comme tremplin pour ses propres récits ? Observe sa réaction à tes réussites. Célèbre-t-elle avec toi ou réussit-elle toujours à ramener ton succès à elle-même ? Fais attention à leur rapport à l'empathie. Quand tu es bouleversé ou en difficulté, leur réponse semble-t-elle sincère ou plutôt jouée ? La véritable empathie implique de rester avec la douleur de l'autre sans essayer de la réparer ou de la ramener à soi. Les narcissiques ont souvent du mal avec cela, minimisant tes émotions ou transformant ta détresse en une occasion de mettre en avant leur propre sagesse ou supériorité. Observe leur réaction à la critique ou au désaccord. Les personnes saines peuvent écouter un retour, même s'il est inconfortable. Elles peuvent admettre leurs erreurs, s'excuser sincèrement et changer leur comportement. Les narcissiques, en revanche, réagissent souvent à la critique par de la colère, de la défensive, ou ce que les psychologues appellent une blessure narcissique. Une réaction émotionnelle disproportionnée à une offense perçue. Mais voici où il faut être prudent. Les narcissiques les plus dangereux ne sont pas les plus évidents. Les plus habiles ont appris à déguiser leur égocentrisme en confiance, leur manque d'empathie en force, leur besoin de contrôle en sollicitude. Ils peuvent se présenter comme ton protecteur, ton guide, ton sauveur, tout en érodant lentement ton sens de toi-même. L'art subtil de la manipulation, le contrôle déguisé en sollicitude, la manipulation dans les relations narcissiques est rarement grossière ou évidente.
Elle est souvent sophistiquée, subtile, enveloppée dans le langage de l'amour et de la prévenance. Apprendre à reconnaître ces schémas demande de développer ce que l'on pourrait appeler une littératie émotionnelle, la capacité à lire le sous-texte des interactions humaines. Pense au love bombing, cette douche intense d'attention et d'affection que les narcissiques offrent souvent au début d'une relation. Ce n'est pas de l'amour authentique. C'est une stratégie calculée pour créer une dépendance émotionnelle. L'intensité est enivrante parce qu'elle active les mêmes récompenses neurochimiques que les substances addictives. Ton cerveau s'habitue à ces niveaux élevés d'attention et de validation, rendant leur retrait ultérieur dévastateur. Observe les tentatives d'isolement de tes amis et de ta famille. Cela peut ne pas être flagrant. Peut-être de subtiles remarques sur le fait que tes amis ne te comprennent pas comme eux, ou des préoccupations exprimées au sujet de personnes qui n'ont pas tes intérêts à cœur. Le narcissique se positionne comme ton seul véritable allié, érodant lentement ton système de soutien externe. Regarde comment il traite tes limites. Les personnes saines respectent les limites, même si elles ne les aiment pas. Les narcissiques considèrent souvent les limites comme des obstacles à franchir ou des problèmes à résoudre. Ils peuvent tester tes limites tout en te faisant culpabiliser de les avoir posées, ou bien accepter verbalement mais les violer en acte. Sois attentif à leur relation avec ton autonomie. T'encourage-t-il à être indépendant et à évoluer personnellement, ou sapent-il subtilement ta confiance en ton propre jugement? Célèbre-t-il tes succès, ou trouve-t-il des moyens de les rabaisser? Le narcissique a besoin que tu sois dépendant de lui pour la validation et l'orientation. Ton indépendance menace leur contrôle. L'arme de la confusion, comprendre le gaslighting et ses effets. L'outil le plus insidieux dans l'arsenal du narcissique est peut-être le gaslighting, une forme de manipulation psychologique qui te pousse à douter de ta propre perception, de ta mémoire et de ta santé mentale. Nommé d'après le film Gaslight de 1944, ce phénomène est à la fois subtil et dévastateur dans ses effets. Le gaslighting fonctionne en créant un doute dans ton esprit à propos de tes propres expériences. Le narcissique peut nier avoir dit quelque chose dont tu te souviens clairement, affirmer que des événements se sont produits différemment de ce que tu te rappelles, ou insister sur le fait que tes réactions émotionnelles sont déraisonnables ou excessives. À force d'invalidation constante de ta réalité, tu perds confiance en tes propres perceptions. La philosophe Hannah Arendt a écrit que les régimes totalitaires détruisent le sens de la réalité des gens en changeant constamment la narration, rendant impossible la distinction entre la vérité et la fiction. Le gaslighting opère sur un principe similaire, mais dans le domaine intime des relations personnelles. Considère comment cela peut se manifester. Tu te souviens clairement d'une conversation, mais ton partenaire insiste sur le fait qu'elle n'a jamais eu lieu. Tu te sens blessé par son comportement, mais il te convainc que tu es trop sensible ou que tu réagis de manière excessive. Tu remarques des contradictions dans ces histoires, mais il te fait sentir paranoïaque pour avoir prêté attention aux détails. L'effet est profond et souvent durable. Tu commences à douter de ton propre jugement, de ta mémoire, de tes réactions émotionnelles. Tu deviens dépendant, de la version de la réalité du narcissique parce que tu ne fais plus confiance à la tienne. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est le résultat naturel d'une manipulation psychologique prolongée. Se remettre du gaslighting exige de reconstruire la confiance en toi, d'apprendre à honorer tes perceptions et de reconnaître que tes émotions sont valides, peu importe la façon dont les autres y réagissent. C'est un processus de retour à toi-même après avoir été exilé de ta propre expérience. Pour comprendre véritablement les relations narcissiques, nous devons examiner la nature cyclique de l'abus et comment elle s'entrelace avec nos propres schémas psychologiques pour créer une danse de destruction et de faux espoirs, qui semble inévitable. La roue sans fin. Cartographier le cycle de l'abus. Le cycle de l'abus dans les relations narcissiques suit un schéma prévisible qui maintient les victimes piégées dans un labyrinthe psychologique. Comprendre ce cycle revient à apprendre à lire une carte d'un territoire dangereux. Cela t'aide à reconnaître où tu es et à planifier ton itinéraire de sortie. Le cycle commence par la phase de montée de tension durant laquelle tu sens que quelque chose ne va pas sans pouvoir mettre le doigt dessus. Le narcissique devient irritable, critique ou se renferme. Tu te retrouves à marcher sur des œufs, à essayer d'anticiper ses besoins pour éviter une explosion. Ton système nerveux est constamment activé, en alerte, essayant de gérer ses émotions pour assurer ta propre sécurité. Cela mène à la phase d'incident, l'explosion d'abus, qu'il soit émotionnel, psychologique ou physique. Cela peut impliquer de la rage, des paroles cruelles, des menaces ou un silence glacial.
L'intensité de cette phase est souvent choquante, te laissant dévasté et confusème sur comment quelqu'un qui prétend t'aimer peut te traiter avec autant de cruauté. Puis vient la phase de réconciliation, souvent appelée la lune de miel. Le narcissique redevient charmant, aimant, voire plein de remords. Il peut présenter des excuses, souvent sans réelle prise de responsabilité, faire des promesses de changement ou t'inonder de cadeaux et d'attention. Cette phase est particulièrement puissante parce qu'elle te rappelle la personne dont tu es tombé amoureux, celle que tu espères toujours revoir un jour. Enfin, il y a la phase de calme, où tout semble redevenir normal. Tu commences à espérer que cette fois, ce sera différent, qu'il a vraiment changé. Mais inévitablement, les tensions recommencent à monter et le cycle se répète. Ce cycle est psychologiquement addictif parce qu'il imite les schémas de renforcement intermites, le programme de conditionnement le plus puissant connu en psychologie. Comme un joueur dépendant qui continue à miser parce qu'il ne sait jamais quand viendra le prochain gain, tu restes dans la relation parce que tu ne sais jamais quand reviendra la prochaine période d'amour et de tendresse. Mais voici l'idée cruciale. Chaque cycle ne se contente pas de se répéter. Il s'intensifie. L'abus devient plus sévère, les périodes de réconciliation deviennent plus courtes, et ta tolérance à la maltraitance augmente. Tu n'es pas simplement piégé dans un cycle. Tu es entraîné dans une spirale descendante. Le miroir de la codépendance, comment nous alimentons notre propre souffrance. L'une des vérités les plus difficiles à affronter est la manière dont nos propres schémas psychologiques contribuent au maintien de ces relations destructrices. Il ne s'agit pas de blâme. Il s'agit de comprendre comment la codépendance et l'abus narcissique créent un système symbiotique qui s'auto-alimente. La codépendance est souvent mal comprise comme le fait de simplement trop se soucier des autres. En réalité, c'est un schéma psychologique complexe où ton sens de l'identité devient lié au comportement et aux émotions d'une autre personne. Tu te sens responsable de leurs sentiments, de leurs actions, de leurs biens, être, et ils deviennent responsables de ton sentiment de valeur et de ton identité. Dans les relations avec des narcissiques, la codépendance se manifeste souvent par ce que les psychologues appellent le soin excessif. Tu deviens hyper vigilante face à leurs humeurs, essayant constamment d'anticiper leurs besoins et d'éviter leur mécontentement. Tu sacrifies tes propres besoins, opinions et désirs pour maintenir l'harmonie. Tu deviens un experte dans la gestion de leurs émotions tout en négligeant les tiennes. Cela crée une tempête parfaite. Le narcissique a besoin d'une validation constante et d'admiration, et la personne codépendante la lui fournit. Le narcissique évite toute responsabilité pour ses actes, et la personne codépendante assume tout. Le narcissique exige le contrôle, et la personne codépendante le lui cède. Mais pourquoi faisons-nous cela ? Souvent, c'est parce que nous avons appris tôt dans la vie que notre valeur dépendait de notre capacité à gérer les émotions des autres. Nous avons découvert qu'en étant serviables, conciliants et dans le sacrifice de soi, nous pouvions mériter l'amour et éviter l'abandon. Ces stratégies nous ont servi un temps, mais maintenant, elles nous maintiennent prisonniers. Le philosophe allemand Arthur Schopenhauer a écrit que nous créons souvent notre propre souffrance à travers nos attachements et nos désirs. Dans les relations codépendantes, nous nous attachons à l'idée de sauver quelqu'un, d'être indispensable, de prouver notre valeur par le sacrifice. Cet attachement devient une prison que nous avons nous-mêmes construite. Les blessures invisibles, comprendre les effets psychologiques de l'abus émotionnel. L'abus émotionnel laisse des blessures qui ne se voient pas, mais qui sont tout aussi réelles que les blessures physiques. Comprendre ces effets est essentiel pour reconnaître la gravité de ta situation et commencer à guérir. L'un des effets les plus profonds est ce que les psychologues appellent l'impuissance apprise. Un état psychologique dans lequel tu crois ne pas avoir de contrôle sur ta situation, même lorsque des options existent. Cela se produit lorsque tu as essayé à plusieurs reprises de changer la dynamique ou de quitter la relation pour être confronté à un abus encore plus grand ou à une manipulation qui te ramène en arrière. L'exposition chronique au gaslighting et à la manipulation érode ton sens de la réalité et ta confiance en toi. Tu peux te retrouver à douter constamment de tes perceptions, de ta mémoire, de tes réactions. Tu perds confiance en ta capacité à prendre des décisions ou à te débrouiller seul-même dans le monde. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est le résultat naturel d'une guerre psychologique prolongée. Le stress constant de vivre dans un environnement émotionnellement instable et imprévisible peut provoquer des symptômes similaires aux troubles de stress post-traumatique. Tu peux ressentir de l'hypervigilance, de l'anxiété, de la dépression, de l'insomnie ou des pensées intrusives.
Ton système nerveux reste en état d'alerte permanent, à la recherche de dangers même lorsque tu es censé, être en sécurité. Peut-être plus tragique encore, l'abus émotionnel à long terme peut conduire à ce que les thérapeutes appellent un « meurtre de l'âme », la destruction systématique de ton sens de toi-même. Tes opinions, préférences, rêves et désirs deviennent si réprimés que tu ne sais plus vraiment qui tu es. Tu existes principalement comme un reflet des besoins et des attentes du narcissique. Mais voici ce qu'il est crucial de comprendre. Ces effets ne sont pas permanents. La psyché humaine possède une capacité remarquable de guérison et de renouvellement. Reconnaître ces blessures est la première étape pour les traiter. Ton sens de toi peut être reconstruit, ta confiance en tes perceptions restaurée, ta capacité à ressentir de la joie et à établir des connexions authentiques peut être renouvelée. Le chemin qui mène hors des relations narcissiques et vers la liberté psychologique est peut-être l'une des expériences les plus difficiles, mais aussi les plus transformatrices qu'une personne puisse entreprendre. Il exige du courage, de la patience et un engagement presque radical envers ton propre bien, être. L'art sacré des limites, apprendre à protéger ton monde intérieur. Les limites ne sont pas des murs construits pour tenir les autres à l'écart. Ce sont des espaces sacrés créés pour te garder à l'intérieur. Elles définissent où tu t'arrêtes et où l'autre commence, ce que tu acceptes ou refuses, ce dont tu as besoin pour te sentir en sécurité et authentique dans une relation. Pour ceux qui sortent d'une relation narcissique, apprendre à poser et maintenir des limites peut sembler presque impossible au départ. Tu as été conditionné à croire que tes besoins ne comptent pas, que les limites sont égoïstes, que l'amour signifie supporter sans limite ce que l'on endure pour quelqu'un. Mais considère ceci, les limites ne concernent pas le contrôle des autres. Elles concernent le contrôle de toi-même. Lorsque tu poses une limite, tu ne demandes pas à l'autre de changer son comportement. Tu décides de ce que toi tu feras en réponse à ce comportement. Ce changement de perspective est profond, car il rend le pouvoir à celui à qui il appartient, toi. Commence par de petites limites et renforce ta confiance progressivement. Cela peut signifier ne pas répondre au téléphone à certaines heures, refuser de discuter de certains sujets ou quitter des situations qui te mettent mal à l'aise. Remarque comment ton corps réagit quand quelqu'un franchit tes limites. Cette conscience physique est ton système d'alerte précoce. Attends-toi à de la résistance lorsque tu commences à établir des limites, surtout de la part de ceux qui ont bénéficié de ton absence de limites. Les narcissiques, en particulier, vont souvent intensifier leur comportement face à tes limites, testant ta détermination par la colère, la manipulation ou le chantage émotionnel. C'est normal et attendu. Cela ne signifie pas que tes limites sont mauvaises. Souviens-toi que les limites doivent être maintenues par des actions, pas seulement des paroles. Dire « je ne tolérerai pas un comportement irrespectueux » ne signifie rien si tu continues à interagir avec des personnes irrespectueuses. Tes actions doivent être alignées avec tes limites déclarées. La pratique de poser des limites est en fin de compte une discipline spirituelle. Il s'agit d'honorer l'espace sacré de ton être et de refuser de laisser les autres le violer. Il s'agit de reconnaître que tu es digne de respect, de soins et de considération, quel que soit le comportement des autres. Le processus alchimique de la guérison, transformer la douleur en sagesse. Guérir de l'abus narcissique ne consiste pas simplement à oublier le passé ou à passer à autre chose. C'est un processus alchimique qui transforme tes blessures les plus profondes en source de sagesse, de force et de compassion. Cette transformation exige que tu t'assoies avec ta douleur au lieu de lui échapper, que tu examines tes blessures au lieu de simplement les penser. La première étape de la guérison implique souvent le deuil, non seulement du partenaire que tu as perdu, mais du partenaire que tu croyais avoir. Tu dois pleurer la personne que tu pensais qu'il ou elle était, l'avenir que tu avais imaginé, et peut-être plus douloureusement encore, les parties de toi-même que tu as sacrifiées pour maintenir la relation. Ce deuil est nécessaire et sacré, ne le précipite pas, ne le minimise pas, permets-toi de ressentir pleinement le poids de tes pertes, ce n'est pas de l'apitoiement, c'est de la compassion envers soi. Tu honores la signification de ce que tu as enduré et tu reconnais le courage qu'il a fallu pour survivre. L'étape suivante consiste à reconstruire ta relation avec toi-même. Cela signifie redécouvrir tes préférences, tes opinions, tes rêves. Quel genre de musique aimes-tu vraiment ? Quelles sont tes convictions politiques quand elles ne sont pas dictées par le besoin d'approbation ? Qu'est-ce qui te procure de la joie quand personne ne regarde ? Ce processus de redécouverte de soi peut être à la fois excitant et terrifiant. Tu pourrais découvrir que tu ne te connais pas aussi bien que tu le pensais. C'est normal.
Une partie de l'abus impliquait la suppression systématique de ton moi authentique. Sois patiente avec ce processus de retrouvailles avec toi-même. La guérison exige aussi de développer ce que les psychologues appellent la régulation émotionnelle, la capacité à ressentir des émotions intenses sans être submergé par elles. Cette compétence est essentielle, car l'abus narcissique implique souvent des débordements émotionnels où tu es tellement submergé que tu perds l'accès à ta raison. Entraîne-toi à rester avec les émotions difficiles sans chercher immédiatement à les corriger ou à les faire disparaître. Observe comment les émotions se manifestent dans ton corps. Respire à travers elles. Rappelle-toi que les émotions, aussi intenses soient-elles, sont des visiteurs temporaires, pas des résidents permanents. Rebâtir ton réseau de soutien, l'importance du témoignage et de la validation, l'un des effets les plus insidieux de l'abus narcissique est l'isolement. Cette déconnexion progressive d'avec tes amis, ta famille et ta communauté qui te rend dépendant de ton abuseur pour valider la réalité et te soutenir émotionnellement. Rebâtir ton réseau de soutien n'est pas seulement utile pour guérir, c'est essentiel. Cependant, tout le monde ne comprendra pas ce que tu as vécu. Certaines personnes, en particulier celles qui n'ont jamais vécu de violence psychologique, pourraient minimiser ton expérience ou t'encourager à simplement tourner la page. Ce manque de compréhension peut être retraumatisant. Choisis donc ton cercle de soutien avec soin. Cherche des personnes capables de te proposer ce que les thérapeutes appellent le témoignage empathique. La capacité d'écouter ton histoire sans jugement, sans vouloir te réparer, sans minimiser ce que tu as vécu. Ce peut être d'autres survivants, des thérapeutes formés ou simplement des amis émotionnellement matures qui comprennent que la guérison est un processus, non un événement. Envisage de rejoindre des groupes de soutien, en présentiel ou en ligne. Il y a quelque chose de profondément guérisseur à être entouré de gens qui comprennent vraiment ce que tu as traversé. Tu réalises que tu n'es pas fou-folle, tu n'es pas seule et tu n'es pas la seule personne à être tombée amoureuse de quelqu'un qui semblait trop beau pour être vrai. Une thérapie professionnelle peut être inestimable, mais assure-toi de travailler avec quelqu'un qui comprend l'abus narcissique. Tous les thérapeutes ne sont pas formés à cette dynamique, et travailler avec quelqu'un qui ne la comprend pas peut être néfaste. Recherche des thérapeutes spécialisés en traumatisme, en particulier en trauma complexe ou en TSPT. Souviens-toi que rebâtir un réseau de soutien ne consiste pas à trouver des gens qui te diront ce que tu veux entendre, mais à trouver ceux qui t'aideront à voir la réalité clairement, à te responsabiliser dans ta croissance et à te rappeler ta valeur lorsque tu l'oublieras toi-même. Après avoir vécu les distorsions des relations narcissiques, apprendre à quoi ressemblent réellement les relations saines peut ressembler à l'apprentissage d'une langue étrangère. Nous devons développer de nouvelles compétences, de nouvelles attentes et de nouvelles façons d'être avec les autres qui honorent à la fois nos besoins et les leurs. La fondation de l'amour authentique. Comprendre les dynamiques relationnelles saines. Les relations saines sont construites sur une base à la fois simple et profonde, le respect mutuel, l'empathie sincère et l'égalité émotionnelle. Contrairement aux hauts et aux bas dramatiques des relations narcissiques, les relations saines paraissent souvent étonnamment calmes et stables. Une qualité qui peut d'abord sembler ennuyeuse si tu es habitué au chaos. Dans une relation saine, les deux partenaires conservent leur identité individuelle tout en choisissant de partager leur vie. Il n'y a pas d'exigence de fusion, pas de besoin de se perdre dans l'autre pour prouver son amour. Ton partenaire célèbre ton indépendance, encourage ta croissance et soutient tes rêves même s'il n'en tire aucun bénéfice direct. La communication dans une relation saine est honnête mais bienveillante, directe mais respectueuse. Les conflits sont perçus comme des occasions de compréhension, non comme des batailles à gagner. Les deux partenaires peuvent exprimer leur désaccord sans craindre les représailles, l'abandon ou les punitions émotionnelles. Ils peuvent s'excuser sincèrement lorsqu'ils se trompent et accepter des excuses lorsqu'elles sont présentées avec authenticité. Peut-être plus important encore, les relations saines impliquent ce que les psychologues appellent la réciprocité émotionnelle, un échange équilibré de soutien, d'attention et de soins. Tu ne ressens pas constamment l'impression de te vider dans un puits sans fond, ni de culpabiliser parce que tu as des besoins ou que tu les exprimes. Remarque à quel point cela diffère de ce que tu as pu connaître auparavant. Dans les relations saines, l'amour n'est pas quelque chose que tu dois mériter par un comportement parfait ou un sacrifice constant. Il est offert librement et de façon constante, non comme une récompense pour ton obéissance, mais comme une reconnaissance de ta valeur inhérente en tant qu'être humain. L'absence de drame ne signifie pas l'absence de passion ou de profondeur.
Les relations saines peuvent être intensément épanouissantes, mais l'intensité naît de la connexion véritable, non du chaos émotionnel. L'excitation vient du fait de grandir ensemble et non de survivre ensemble. La boussole intérieure, développer l'intelligence émotionnelle et la conscience de soi. Avant de pouvoir choisir des partenaires sains, tu dois développer ce que Daniel Goleman appelle l'intelligence émotionnelle. La capacité à reconnaître, comprendre et gérer tes propres émotions tout en étant sensible à celles des autres. Cette compétence est essentielle pour éviter de retomber dans le piège des relations narcissiques à l'avenir. La conscience de soi est la base de l'intelligence émotionnelle. Cela signifie développer la capacité à remarquer tes réactions émotionnelles en temps réel et à comprendre ce qui les déclenche. Lorsque tu rencontres quelqu'un de nouveau et ressens cette excitation familière, peux-tu faire la distinction entre une attirance véritable et une réponse traumatique liée à des schémas familiers? Prête attention à la sagesse de ton corps. Ton système nerveux reconnaît souvent le danger avant que ton esprit conscient ne le fasse. Ce nœud à l'estomac, cette tension dans les épaules, cette impression subtile de marcher sur des œufs, ce sont des signaux importants, même si tu ne peux pas immédiatement identifier ce qui ne va pas. Développe ce que l'on pourrait appeler la pleine conscience relationnelle, la pratique de rester présent et conscient pendant les interactions. Observe ce que tu ressens en présence d'une personne. Te sens-tu détendu et authentique, ou bien en représentation, essayant d'être ce que tu penses qu'elle veut que tu sois? Les conversations sont-elles fluides, ou dois-tu faire des efforts pour maintenir son intérêt? Apprends à faire la différence entre tes émotions et celles des autres. Si tu as des tendances codépendantes, tu as peut-être appris à absorber automatiquement les émotions des gens autour de toi, confondant leur anxiété avec la tienne, leur colère avec une faute que tu aurais commise. Entraîne-toi à te poser la question: est-ce que ce sentiment m'appartient, ou est-ce que je ressens l'émotion de quelqu'un d'autre? L'intelligence émotionnelle implique aussi le développement de l'empathie, mais pas de celle qui se fait au prix de ton propre bien, être. Une empathie saine te permet de comprendre et de te soucier des émotions d'autrui, sans te sentir obligé de les gérer. Tu peux être témoin de la douleur d'une personne sans avoir à la réparer, comprendre la colère de quelqu'un sans penser automatiquement que tu en es la cause. Le choix sacré, prioriser ton bien, être et la connexion authentique. Peut-être que l'acte le plus radical que tu puisses accomplir après une relation narcissique est de prioriser ton propre bien, être. Non pas de manière égoïste, mais d'une façon qui reconnaît ta valeur et ta dignité fondamentale en tant qu'être humain. Cela signifie faire des choix basés sur ce qui nourrit ton âme, et non sur ce que les autres attendent de toi. Cela signifie dire non aux relations, opportunités et situations qui épuisent ton énergie ou compromettent tes valeurs. Cela signifie croire que tu mérites un amour qui améliore ta vie, plutôt qu'un amour qui exige que tu te diminues. Prioriser ton bien, être signifie aussi devenir sélectif quant aux personnes à qui tu accordes ton cercle intime. Tout le monde ne mérite pas ton énergie, ton attention ou ton cœur. Apprends à voir les relations comme des investissements. Où mets-tu tes ressources émotionnelles et quel genre de retour reçois-tu? Cette sélectivité ne consiste pas à construire des murs ou à devenir froid. Il s'agit de reconnaître que ton temps et ton énergie sont des ressources précieuses qui doivent être partagées avec des personnes qui les apprécient et les rendent. Le concept bouddhiste de la juste relation suggère que nous devrions nous engager avec les autres de manière à favoriser la croissance et le bien, être mutuel plutôt que le mal réciproque. Apprends à faire confiance au processus de la connexion authentique. Les relations saines se développent progressivement, construites sur une base de comportements cohérents, de compatibilité réelle et de respect mutuel. Elles ne demandent pas que tu ignores les signaux d'alarme ou que tu excuses un mauvais traitement. Elles n'exigent pas que tu abandonnes tes amis, tes passions ou ton identité. Et surtout, apprends à être heureux seul avant de chercher à l'être avec quelqu'un d'autre. Cela ne veut pas dire que tu dois être parfait ou complètement guéri pour entrer en relation. Mais cela signifie développer un sentiment de plénitude et de valeur personnelle qui ne dépend pas de la validation extérieure. Quand tu es vraiment bien dans ta propre compagnie, quand tu as construit une vie qui t'apporte de la joie et du sens, tu es beaucoup moins susceptible de tolérer des relations qui diminuent plutôt que d'élever ton bien, être. Tu choisiras des partenaires qui ajoutent à ton bonheur plutôt que des partenaires dont tu aurais besoin pour créer ton bonheur. Alors que nous arrivons au terme de cette exploration, il est important de se rappeler que comprendre la psychologie qui te pousse à attirer des personnes narcissiques ne consiste pas à trouver un coupable.
ni tes parents, ni tes partenaires passés, et surtout pas toi-même. Il s'agit de développer une conscience de soi et une intelligence émotionnelle qui te permettront de faire des choix différents à l'avenir. Les schémas qui t'ont attiré vers des individus narcissiques ont souvent été formés comme des réponses adaptatives à des circonstances difficiles. Ton moi plus jeune a fait de son mieux avec les outils qu'il avait à sa disposition. Honore cette résilience, tout en reconnaissant que ce qui t'a servi autrefois peut ne plus te servir aujourd'hui. Se libérer de ces schémas n'est pas une destination à atteindre. C'est un voyage continu de découverte de soi, de guérison et de croissance. Il y aura des rechutes, des moments de doute, des instants où tu te demanderas si tu es assez forte pour choisir autrement. C'est normal et attendu. La guérison n'est pas linéaire, et la croissance se fait souvent en spirale plutôt qu'en ligne droite. Souviens-toi que tu as survécu à 100% de tes pires journées jusqu'à présent. Tu possèdes plus de force, de sagesse et de résilience que tu ne le réalises probablement. Le simple fait que tu cherches à comprendre ces schémas montre que tu es prêt à t'en libérer. Ton chemin vers des relations saines commence par la relation que tu entretiens avec toi-même. En apprenant à te traiter avec gentillesse, respect et compassion, tu seras naturellement attiré par des personnes qui te traiteront de la même manière. En développant des limites solides et une conscience plus claire de ta propre valeur, tu deviendras moins attirante pour ceux qui cherchent à exploiter ou à manipuler les autres. Le philosophe Rumi a écrit « Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et trouver toutes les barrières en toi que tu as construites contre lui. » Cette exploration a consisté à identifier et à retirer ces barrières. Les schémas inconscients, les liens traumatiques, les comportements codépendants qui t'ont maintenu prisonnier errent de cycles relationnels douloureux. En poursuivant ton chemin, sois patient avec toi-même. Célèbre les petites victoires. Remarque les moments où tu fais confiance à ton intuition, où tu poses une limite, où tu choisis le respect de toi-même plutôt que le besoin de plaire. Ces moments peuvent sembler insignifiants, mais ce sont en réalité des actes révolutionnaires d'amour envers toi-même. Tu es digne d'un amour qui ne te demande pas de sacrifier ton authenticité. Tu mérites des relations qui élèvent, et non qui diminuent, ton sens de toi. Tu as le droit de prendre ta place, d'avoir des opinions, d'exprimer tes besoins et d'attendre qu'on les respecte. Le chemin à venir ne sera pas toujours facile, mais il mène vers quelque chose de beau. La possibilité d'une connexion authentique, d'une intimité véritable, et de relations construites sur le respect mutuel et l'amour sincère. Ton passé ne détermine pas ton avenir. Tes schémas peuvent être changés. Ton histoire est encore en train de s'écrire. Et dans ce nouveau chapitre, c'est toi l'auteur-risque de ta propre vie, le gardien de ton cœur, l'architecte de relations qui honore pleinement qui tu es et qui tu es en train de devenir. Le voyage continue et tu ne le fais pas seul.